Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Ben Ali, l'ancien président tunisien, vient de faire parler de lui et c'est à travers une lettre adressée à ses compatriotes où le Raïs dit sa volonté, son envie de revenir très prochainement dans son pays, la Tunisie, au moment où les pays comme l'Algérie et le Soudan vivent leur révolution. Se pose la question, que reste-t-il de la révolution tunisienne? Les fruits ont-ils porté, ont-ils tenu la promesse des fleurs? Comment comprendre qu'il existe encore aujourd'hui des Tunisiens qui expriment leur nostalgie de l'ère Ben Ali? J'ai, pour en parler avec moi, trois invités. Madame Sarah Ben Nassem, vous êtes politologue, membre du bureau exécutif du parti El Badil. Ça signifie initiative. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ahmed Bargaoui, vous êtes universitaire expert en géopolitique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. J'ai avec moi mon confrère Alt Ali Djoudi. Vous êtes journaliste militant de l'opposition algérienne, président de l'ONG Riposte Internationale. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Les Tunisiens ont chassé du pouvoir Ben Ali en janvier 2011, 8 ans après. Quels sont véritablement les acquis? Nous avons posé la question à Madame Siem Badi. Elle est ancienne ministre de la Femme et de la Famille. On l'écoute, on en parle après. La première chose, d'abord, c'est la liberté. La liberté d'expression, la liberté individuelle, la liberté de voyager, de quitter le territoire, de s'organiser dans des associations, d'avoir des partis politiques, de se porter candidat. Tout ça, en fait, c'est déjà un très grand acquis parce que c'est tellement basique et c'est tellement vital, mais c'était complètement interdit à l'époque de Ben Ali. Et on a pu avoir une constitution moderne qui préserve les libertés, qui donne l'égalité des chances à tout le monde et dans les régions et dans les parités hommes-femmes. Et on a pu avoir après l'institution de dignité et vérité, donc qui était là pour résoudre le problème de corruption. Après, donc, on a pu voir en Tunisie des élections pour la première fois libres, indépendantes, où le peuple pouvait choisir librement. D'abord, il avait le choix, parce qu'avant, il n'avait pas le choix. Il y avait le parti unique, le président unique à vie. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été envisagé avant. On a eu une succession de différents gouvernements. Et ça, c'était aussi quelque chose d'extraordinaire, quoi. Des gouvernements où il y avait aussi plusieurs tendances politiques. Je crois que cette liberté-là, la liberté de presse, la liberté d'expression, les élections libres, la Constitution, les institutions démocratiques issues après choisies par le Parlement, ben, tout ça, c'est déjà donc quelque chose d'extraordinaire. Madame Benarsen, c'est à dessein que j'ai invité M. Djoudi, dont le pays vit aujourd'hui, l'Algérie vit aujourd'hui une révolution à l'issue encore incertaine. On va voir s'il y a des parallèles à établir et ensemble, on verra quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Vous faites partie de cette jeunesse tunisienne qui a participé à chasser du pouvoir Ben Ali il y a 8 ans. Oui. 8 ans après son départ, quel est le sentiment aujourd'hui qui vous anime? On est fiers. On est fiers parce qu'aujourd'hui on peut parler. Aujourd'hui on a une liberté d'expression, une liberté de presse, de manifestation. On peut parler librement dans les médias. Donc on aspire cette ère de liberté parce qu'on était vraiment oppressés. On a vu nos parents. Moi je suis née sous le régime de Ben Ali. Mes parents par exemple ils ont suivi de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que cette liberté est très importante aujourd'hui. L'Algérie aujourd'hui elle a pris la parole dans les assemblées publiques, oui. dans la rue. Et c'est très important aujourd'hui. Le débat politique s'est démocratisé dans votre pays aujourd'hui, oui. en Tunisie. Oui. Aujourd'hui, on peut parler de tout. Oui.
et c'est important, mais on a ouvert un très très grand chantier en Tunisie, un chantier de réforme. On veut penser autrement la Tunisie et on va vers là. Monsieur Bargaoui, très rapidement, on l'a vu, liberté, égalité, Madame Badi l'a dit, il y a aujourd'hui un mouvement qui est en marche, c'est celui qui reconnaît et garantit à tous les citoyens tunisiens les mêmes droits. Elle a parlé de la démocratie électorale. Vous avez déjà connu une élection présidentielle. La deuxième va se tenir en novembre prochain. Vous, quand vous jetez un regard sur les 8 années que vous venez de passer sans Ben Ali, quel est le bilan que vous faites? C'est exact. Après les 8 ans qui se sont coulés, après la révolution tunisienne, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, le peuple tunisien, les acquis sont là, sont très positifs. C'est au-delà qu'on s'attendait même pas. La Tunisie a été le précurseur dans l'histoire de pas mal de changements dans le monde arabe, particulièrement dans le continent africain et même certains observateurs la qualifier de précurseur même en Europe, étant donné on a une parité entre hommes-femmes au sein du Parlement, que même en France, on ne l'a pas rencontré. On a voté avant les... Donc la révolution tunisienne, elle a donné exactement, c'est ce qu'elle a dit notre chère Sarah, à la jeunesse tunisienne de s'exprimer librement. On a une constitution qui a permis à la Tunisie un nouvel ère et qui a permis aussi, il a généré de nouvelles lois qui ont permis aussi maintenant d'établir une nouvelle base de ce qu'on appelle la transition démocratique en Tunisie. Et il y a une espérance qu'on accorde à cette période post-révolution. Monsieur Bargaoui, vous pensez que les acteurs politiques qui sont intervenus, qui sont montés sur la scène politique après le départ de Ben Ali, ont jusque-là mené le jeu politique de façon à satisfaire les attentes qui vous ont poussé à faire la révolution? Personnellement, en tant qu'observateur, je ne m'attendais pas à ce que cette divergence, à la fois d'opinion et d'avis, et d'appartenance idéologique, il faut le dire. Malgré tout ça, il y a en Tunisie, il s'est établi un consensus entre les différents belligérants qui étaient à l'époque différents et maintenant qui sont autour de la table pour discuter des défis rencontrés par la Tunisie, soit sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Le consensus, dites-vous, le pays a quand même connu, en l'occurrence, le système partisan a quand même connu beaucoup de turbulences ces dernières années avec des différents fragments et qui compromettent, selon l'ancien président Monsef Marzouki, le développement économique du pays. Vous ne posez aucune espèce de regard critique sur les acteurs politiques. Le regard, certainement. On va revenir aux difficultés rencontrées par les Tunisiens, parce que c'est les citoyens tunisiens maintenant qui vivent les difficultés au quotidien. Et mais ce qui nous a permis quand même, ce consensus, il nous a évité ce qui maintenant se fait dans d'autres régions du monde arabe, en Syrie, au Yémen, en Libye. La Tunisie, elle a évité le chaos. C'est-à-dire, pour moi, le consensus a permis quand même une nouvelle base. C'est une nouvelle base, c'est un nouveau concept que je pense à l'initiative du parti de Nada, si je ne me trompe pas. C'était en 2011, lorsqu'elle a commencé sa gouvernance avec 2 partis laïques. C'est ça. Le parti de Nada qui, à la base, on dit un parti islamiste, ou plutôt de la base islamique. Et Nida Tounes. Et exactement, elle a commencé sa gouvernance avec la coalition, ce qu'on appelle Troïka, par 2 partis de gauche et laïques. Et ça a commencé comme ça. En 2013, ils ont commencé ce qu'on appelle la coalition, c'est-à-dire plutôt un nouveau dialogue plus élargi. Et ils ont intégré aussi l'ancien régime, certains représentants de l'ancien régime. Et c'est ça, c'est une première.
la Révolution française... Et ça a été un point positif selon vous? C'est un point positif. C'est un point positif. Dites-vous, et justement, monsieur Djoudi, à propos de ce point positif, parce que tout à l'heure, nous avons dit qu'il fallait faire un parallèle entre les deux révolutions. Vous faites partie des radicaux qui veulent que tout le système Bouteflika parte. Monsieur Bagaoui nous apprend effectivement, et on l'a vu effectivement, que un consensus a été vite trouvé entre certains partisans de l'ancien régime. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas expérimenter en Algérie aujourd'hui? Absolument, oui. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, nous... Oui, vous ne pouvez pas ou expérimenter, ou bien si vous pouvez. Non, je vais m'expliquer. D'accord, allez-y, allez-y. Notre révolution, nous ne l'avons pas faite cette année. Elle a été faite en 1988, octobre 88. Et suite à ça, il y a eu une ouverture démocratique. Donc l'ouverture du pluralisme politique, oui, syndical, culturel, associatif. Et ça a duré 3 ans. Et après la première élection, le pouvoir a arrêté le processus électoral et il a fait un coup d'État. Et donc de nouveau, le même pouvoir qui a existé depuis 1962, il a repris l'initiative et il est là encore 57 ans après. Donc nous avons échoué dans notre première partie de notre première révolution, parce qu'on a laissé justement le pouvoir gérer cette transition. Il s'est accaparé de nouveau le pouvoir, il s'est adapté et s'est mis au diapason de la nouvelle donne sur le plan national et international, et de nouveau il s'est restructuré et il s'est fait une place de roi. Quand vient la deuxième révolution maintenant, maintenant, oui, absolument, bien sûr. Nous, la Tunisie nous inspire. Je vais vous dire pourquoi. Expliquez-nous. Tout d'abord, c'est un peuple frère et ami qui a beaucoup subi. Ça fait depuis l'indépendance, plutôt depuis la mort de Bourguiba. Oui. Bourguiba qui était un visionnaire, mais qui n'est pas du tout un démocrate. Il faut le dire, il a été élu à vie. Sauf qu'on lui trouve toujours des circonstances atténuantes. C'est grâce à lui qu'il y a une société civile, un mouvement féminin. La centrale syndicale la plus crédible du monde arabe depuis les années 70, en temps de Habib Achour, était la centrale la plus crédible, l'UGTT, absolument. C'est grâce à cette centrale syndicale, l'UGTT, qui est la colonne vertébrale de la Tunisie, que la société tunisienne, avec la société civile bien sûr, n'a pas sombré dans la violence et dans le chaos. Donc, oui, d'abord l'Assemblée constituante. Eh ben, nous, on a géré, on espère, on souhaite aller vers une assemblée constituante. Ça a été un défi qu'ils ont facilement, absolument, relevé en Tunisie. Le scrutin, le scrutin proportionnel, oui, à la proportionnelle, pas majoritaire à 2 tours. C'est quelque chose qui est pour nous qui est bénéfique. Pourquoi? Si on prend l'exemple des élections de 26 décembre 1991 où le fils a gagné 188 sièges, parce que c'est le scrutin majoritaire à 2 tours, oui, avec 23% de voix, il a raflé la mise. Avec 3 millions sur 13 millions. La question, M. Djoudi, c'est comment vous réglez cette équation que la Tunisie a su régler, c'est-à-dire comment composer avec certains éléments de l'ancien système, de l'ancien régime, pour bâtir la Tunisie de demain. Vous excluez aujourd'hui de composer totalement avec quelques éléments du système Bouteflika. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de créer d'autres difficultés qui seront difficiles à surmonter? Je vous comprends, mais il faut qu'on sache une chose. L'expérience de 88 nous a appris une chose, ne plus composer avec les anciens du système. Quand je dis les anciens du système, c'est pas l'armée. L'armée, on doit l'accompagner à réintégrer la caserne, à sortir du champ politique, à garder la tenue de l'arbitre et pas du pouvoir réel. Et on aspire à la dissolution du FLN qui a dilapidé les richesses du pays, qui a confisqué la liberté des Algériens depuis 1962. Oui. Et il y a toutes les organisations satellites autour de ce FLN, le RND, le JTA,
qui a trahi la classe ouvrière, qui a trahi l'histoire de l'Algérie, l'organisation du patronat. Donc vous voyez, donc il y a des éléments qui ne sont pas communs, avec, avec la Tunisie. Mais dans notre société, dans notre pays, il y a des organisations, il y a des partis politiques, il y a des associations, il y a des ONG, il y a des ligues des droits de l'homme, il y a des personnalités qui émergent donc sur lesquelles on peut compter. On peut s'appuyer et on peut compter, Madame Benhassen, très rapidement. Il y a quand même un paradoxe. 2018, un institut, l'Institut One-to-One Research Polling, publie une enquête où près de la moitié des jeunes Tunisiens veulent quitter la Tunisie. Oui. On sait que la jeunesse tunisienne est la jeunesse la mieux éduquée de la sous-région, pour ne même pas dire du continent. Comment se fait-il alors qu'après 7 ans après la Révolution, la Tunisie n'est plus attractive pour sa jeunesse? En fait, obnubilé par la question de l'identité, de la refonte des institutions, du régime politique, etc., on a oublié les jeunes, on a oublié les régions marginalisées, on a oublié la souffrance des chômeurs diplômés. C'est ça qui a poussé les jeunes Tunisiens à crier haut et fort et à sortir de l'État tunisien. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose même lors de ces élections. C'est ça. Parce qu'en fait, tout à l'heure, vous avez parlé des acquis. Oui. Mais ces acquis-là étaient menacés en 2012, juste au moment de la rédaction de la Constitution. Parce qu'il n'y a pas eu cette continuité de l'ancien régime et des acquis de l'ancien régime. On parle de la question de la femme, par exemple. En 2012... C'est pas l'ancien régime, c'est le Bourguiba, il a parlé. Oui, oui, c'est de Bourguiba, absolument. Parce que l'ancien régime aussi, il a beaucoup travaillé sur la question de la femme. Pardon? L'ancien régime, le régime Ben Ali, il a beaucoup travaillé aussi sur la question de la femme. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Monsieur Judy, il a dit pas assez, mais quand même les prémices. Oui, les tout prémices. à fait. Mais si on revient en 2012... C'est Bourguiba qui a commencé, dites-vous. C'est le précurseur, c'est le précurseur, effectivement, de la libération de la femme tunisienne. Juste pour signaler quelque chose, je me permets, je m'excuse, s'il vous plaît. Le seul pays du monde musulman où la polygamie est interdite, c'est la Tunisie. Oui, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est phénoménal. C'est pas grâce à Ben Ali, c'est grâce à Bourguiba. Absolument. Mais que vous avez su conserver. Et en dépit de tout. Je n'ai jamais dit que c'est grâce à Ben Ali, monsieur, c'est grâce à Farhat Hachet, grâce aux grands penseurs de la Tunisie, notamment grâce à Bourguiba, et ça a été consolidé jusqu'au régime Ben Ali, mais ça a été menacé sous la Troïka, parce qu'en 2012, on a parlé du principe de complémentarité entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, on parle de principe de la parité. C'est les hommes et les femmes et les jeunes qui ont sorti dans les rues pour manifester ça. En fait, c'est pour ça que j'ai traité la question des acquis, parce que même aujourd'hui, on est menacé. Il n'y a pas de cour constitutionnelle instituée dans la Constitution. C'est pour ça que ces jeunes, ils se trouvent dans un réel désespoir, mais on tient bon. Vous êtes satisfaite des acquis au plan politique, mais vous ne semblez pas être désolé de ce qu'au plan économique et social, aujourd'hui, la Tunisie traverse une situation difficile. Oui, parce qu'en fait, il y a eu des gestionnaires régisseurs de la révolution jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas des gens qui veulent sortir de cette trajectoire et on a une inflation très importante, on a des problèmes de chômage, on a des problèmes sécuritaires. Un problème d'endettement. Voilà, 80% de taux d'endettement aujourd'hui en Tunisie, c'est énorme par rapport au PIB. Le chômage a atteint les 15%. Aujourd'hui, on a des ingénieurs qui quittent la Tunisie. Donc c'est infernal aujourd'hui de parler de ça. C'est infernal, vous employez un mot qui est quand même difficile, qu'on n'imaginait pas, qu'on ne s'imaginait pas quand on faisait la révolution. Monsieur Bargaoui, voici ce que dit Olivier Poivre d'abord, c'est l'ambassadeur français en Tunisie, dit depuis 2011, je le cite très rapidement pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, comment comprendre le paradoxe. Depuis 2011, la situation économique de la Tunisie est difficile, ébranlée par le changement politique, l'effondrement libyen comme par la menace sécuritaire. Cette situation est aujourd'hui critique. Malgré les efforts de ces gouvernements successifs, malgré la bienveillance de ses amis, malgré le soutien dont la Tunisie démocratique bénéficie depuis la révolution, cette nouvelle donne n'a pas permis aux Tunisiens de mieux vivre économiquement. La Tunisie connaît aujourd'hui une situation d'urgence économique qui pèse sur la qualité de vie et les opportunités des citoyens tunisiens. Au plan économique, on va dire quoi? Ce n'est pas faute de l'intelligence des Tunisiens.
C'est ça. C'est un processus de longue haleine, ça c'est clair. Et je rejoins tout à l'heure lorsque Sarah elle a exprimé que les Tunisiens sont impatients, particulièrement peut-être aussi les jeunes. Oui. La Révolution française, elle a pris 150 ans pour qu'on arrive à ce stade de démocratie, des institutions démocratiques réelles qu'on pratique au quotidien. Il lutte encore. Tout à fait. La femme française, juste un petit rappel, elle a cet acquis de vote, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. 1945, après l'Égypte. Après l'Égypte, exactement. Et la Turquie même. Donc, et la Tunisie. Et la Tunisie aussi. J'estime que la Tunisie, elle a eu, comme je l'ai déjà signalé, le précurseur de la libération de la femme et la participation active dans la société tunisienne et dans le changement aussi. La femme, elle a participé dans la révolution tunisienne. Il ne faut pas le nier. Mais la difficulté qu'on a actuellement, on s'attendait que la démocratie génère de la richesse. Il faut que la démocratie soit aussi plus réelle sur le terrain et qu'elle génère la richesse et la création, par contre, de l'emploi, particulièrement chez les jeunes. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.